Bonjour à tous, bienvenue à ce cours de base de données Livre 10 consacré à la programmation sous Oracle. Donc je vais vous présenter un langage qui s'appelle PLSQL, qui est en fait le langage proposé sur les serveurs Oracle, et ses principales commandes, ses principales structures de contrôle. Donc PLSQL, c'est le PL, ça veut dire Procedural Language. SQL, c'est un langage qu'on appelle plutôt déclaratif. On dit ce que ça doit faire, on ne sait pas comment, c'est le GBD qui va s'en charger en calculant des plans d'exécution, et ça le fait. C'est différent de la programmation impérative style C ou Pascal par exemple, où on va donner explicitement la séquence des opérations à calculer. Alors le SQL, c'est un excellent langage de requête, c'est super. Par contre, des fois, par exemple, quand on est un administrateur, qu'on aimerait automatiser certains traitements, on aimerait avoir des boucles for, des while, des if, des case, ce genre de structures qui sont assez typiques de la programmation impérative. Eh bien, une façon de voir PLSQL, c'est justement un langage impératif qui va permettre de faire ça et qui, en un sens, inclut SQL à l'intérieur. Donc ça va être très pratique pour faire des calculs qui dépendent du résultat de certaines requêtes. Donc c'est, en un sens, on peut dire que c'est une extension de SQL. Alors les différents éditeurs de systèmes de gestion de bases de données, que ce soit Microsoft, Oracle ou Postgre, proposent en fait leur propre extension pour administrer le serveur. Donc en fait, dans PLSQL, on va aussi avoir tout un ensemble de commandes spécifiques pour la création d'utilisateurs, la configuration, tout ça. De ce qu'on va en voir, on va surtout voir un langage impératif du style C, avec des procédures et des fonctions, c'est pas orienté objet. On va pouvoir structurer notre programmation et expliciter nos traitements. Alors, on peut notamment enregistrer nos programmes dans le système de gestion de base de données. C'est ce qu'on appelle des procédures et fonctions stockées. Donc on va faire un petit bout de code et on va dire voilà, enregistre-le pour qu'il soit disponible dans le futur ou pour faire des programmes plus gros. On va pouvoir aussi créer des triggers qui seront l'objet d'un autre cours. Alors dans l'écosystème Oracle, il y a le serveur de gestion de base de données, mais il y a aussi plein d'outils périphériques qui sont très nombreux, et PLSQL, ça va être un peu le langage glue pour toute cette infrastructure. J'ai mis ici quelques documentations de référence. La doc Oracle, qui est le deuxième lien, c'est une doc de référence, par contre c'est un petit peu dense, un petit peu compliqué de s'y retrouver, c'est pas forcément mon premier conseil pour aller voir en premier lieu, par contre, bon, là vous aurez l'info officielle. Je vous invite plutôt à regarder les cheat sheets, donc les feuilles de pompe que vous allez trouver sur TechOnTheNet ou sur Wikibooks, qui sont très bien, il y a peut-être des versions françaises à voir. W3 Schools, excellente référence aussi, donc là c'est plus pour du SQL en général, mais c'est très utile, par exemple pour une syntaxe sur un create table, sur des inserts, des choses comme ça. Vous n'avez pas forcément de spécificité Oracle, par contre TechOnTheNet et Wikibooks, là vous allez vraiment avoir le PLSQL lui-même. Et enfin, quand vous avez une question, un problème précis, vous pouvez toujours aller voir sur Stack Exchange, donc dba.stackexchange.com, pour avoir, c'est un site de questions-réponses, donc là vous avez généralement une info aussi de bonne qualité. Alors le langage PLSQL, on va rentrer dans le vif. C'est un langage de programmation structurée, on va définir ce qu'on appelle ici des blocs. Alors les blocs peuvent être anonymes ou nommés. Des fois on va faire dans un script, dans un fichier .sql, on va avoir un petit traitement qu'on va faire en fait finalement une seule fois. C'est pas la peine de lui donner un nom, de le stocker dans le serveur de base de données, on veut juste l'exécuter. Voilà, c'est typiquement l'usage des procédures ou blocs anonymes. Alors à quoi ça ressemble un bloc? Declare, forcément, end, point virgule à la fin. Donc declare, vous allez avoir toute la définition des variables. Ensuite begin, là vous allez avoir le traitement à proprement parler. Vous avez aussi la possibilité de gérer des exceptions. On va
pas trop s'y attarder, sauf éventuellement, il y a un usage, c'est pour faire échouer volontairement un traitement. Par exemple, on veut faire des inserts un programme qui va faire des inserts un peu complexes. Si certaines conditions ne sont pas remplies, voilà, on peut passer par là. Donc les identificateurs Oracle, des contraintes classiques, on peut utiliser voilà underscore, alors il y a une contrainte de longueur, mais c'est pas très grave, on doit commencer par une lettre. Le même système de portée qu'on retrouve dans les langages de bloc. Par contre, il y a une contrainte, comme en Pascal, typiquement, il faut que les variables soient déclarées avant d'être utilisées. Donc, on peut déclarer et initialiser d'un seul coup, nom de variable, son type, et on affecte une valeur, ou alors on l'utilise directement à l'initialisation après le bloc begin, une fois qu'on l'a déclaré. Voilà, vous avez quelques exemples pour connaître les types exactement supportés par Oracle. Allez voir la documentation de référence. L'affectation, c'est deux points égales dans ce langage. Voilà, vous avez un exemple, la date de naissance, deux points égales, toDate, une string qui est convertie en date. Alors vous allez avoir quelque chose qui va être très très utilisé, c'est ça qui est intéressant dans PLSQL, c'est ce lien qu'on va avoir entre la programmation impérative et le langage SQL, c'est la directive selectInto. Donc on va faire une requête, on va prendre son résultat et le mettre dans une variable. Voilà, vous avez un exemple, select non into vnon, from amp, voilà, après le reste c'est une requête. Alors là il y aura des restrictions, on en parlera un peu tout à l'heure. Alors pour éviter le conflit de nommage, le langage n'est pas toujours très agréable, c'est pas mal du coup de compléter un peu ce qui manque en s'imposant de la discipline. Donc typiquement les variables pour que ce soit plus facile à lire et pour éviter les conflits que vous puissiez réutiliser les identificateurs, préfixer de façon systématique les variables avec par exemple v underscore. Donc selectInto, ça c'est voilà, une des instructions les plus intéressantes que vous allez avoir dans un premier temps. On va exécuter une requête et on va mettre les différents résultats du select, les différents champs dans autant de variables associées. Alors pour que ça fonctionne, il faut que votre requête select, elle renvoie une et une seule ligne. Si elle vous en renvoie 0, on ne saura pas quoi mettre dans var1, var2 dans cet exemple. Donc vous allez avoir une exception Oracle, vous allez avoir un message d'erreur. Et de la même façon, presque, j'ai envie de dire, si vous avez plusieurs résultats, ben on ne saura pas lesquels mettre non plus, donc vous aurez aussi un message d'erreur. C'est pas le même, vous aurez un indice pour savoir dans quel cas vous vous trouvez. Si vous avez besoin de récupérer plusieurs lignes et d'itérer dessus, ben c'est sans doute pas cette construction dont vous avez besoin, c'est les curseurs. On verra ça dans une deuxième partie. Alors les types de variables principaux que vous allez avoir dans le langage, vous allez avoir des strings, alors c'est varchar2 qu'on utilise, alors il y a varchar aussi mais c'est plutôt varchar2. Il y a une limite, on doit préciser, les strings sont de taille maximale fixée, donc on doit préciser ici dans la parenthèse la taille du champ, comme quand on fait des create tables. Vous avez un type nombre, où on peut préciser le nombre maximum de digits et le nombre de chiffres utilisés pour les décimales. Donc rien de spectaculaire. Les dates. Alors là, c'est quelque chose de très puissant et toujours un peu compliqué. Vous allez devoir regarder la fonction toDate qui va vous permettre de convertir en fait des chaînes. Donc ici 29 septembre 2003 c'est une chaîne. Vous allez préciser le format. Bon, c'est des choses qu'on retrouve de façon assez commune. Donc par contre start date, là il a bien un type date, hein, à la différence de 29 septembre de 2003 qui lui est en fait une chaîne de caractères. Les booléens, donc true et false, alors vous avez aussi une troisième valeur qui est pas de valeur, qui est nulle. Alors, pour ce qui est des types, quand vous déclarez une variable dans une procédure, et notamment si vous l'utilisez avec un select into, vous voulez que le type de votre variable, ici vnon, elle soit exactement du même type que nom dans la table amp, la table des employés.
Donc si vous savez que ampnon c'est mettons un varchar 30, ben, vous pourriez déclarer vnon comme un varchar 30, mais c'est pas forcément une très bonne idée. Si jamais ben, on change le varchar, vous allez avoir des messages d'erreur, voilà, c'est pas très portable. Donc vous avez en fait des déclarations un peu spéciales. Il y en a une, c'est %type, c'est pour connaître le type associé à un champ, à un attribut dans la relation. Et vous avez rowtype, c'est pour avoir une variable ici vEmployé, qui sera une structure en fait qui aura autant de champs qu'il y en a dans employé, et ils seront tous du bon type. Donc ça, c'est quand même très pratique, et c'est ça qu'il faut utiliser quand vous faites des select into. Surtout, ne mettez pas les types en dur, c'est une source d'erreur, et puis c'est quand même plus facile à lire ici. Donc voici un exemple de ce que peut être un bloc avec un select into. On va déclarer vEmployé qui va être donc en fait une ligne du type des employés de la table amp, vNom qui va être un champ particulier. Et ici, on a un petit exemple qui ne fait pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde l'employé de matricule numéro 0, on récupère tout, et on le met dans vEmployé. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Son nom, on l'extrait, on la met dans la variable nom du même type. Voilà, il n'y a pas d'erreur de typage. On modifie le département, on modifie le matricule de l'employé, et on fait l'insertion dans la table des employés avec ce nouveau tube. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'employé numéro 0, on va un peu le modifier, et on va le rajouter avec un nouveau numéro dans la base. Donc on peut regarder ce que ça donne. Donc j'ai mis ici un petit script que je vais vous rendre disponible en ligne. Donc ça, je vais vous expliquer ce que ça fait tout à l'heure. On a une table employé. Donc voici sa structure, matricule, nom, salaire, adresse, département et une contrainte de clé primaire. Et on va ici exécuter notre procédure. Alors on va regarder d'abord ce qu'il y a dans la table employé. On a un petit message d'erreur, c'est pas grave. On va revenir. Voilà, j'ai supprimé la table, donc je vais la recréer. Elle est créée, je vais ajouter mes 3 tuples. Voilà, on devrait voir la table apparaître. Donc j'ai mes 3 tuples, Alan Turing, Esker Dijkstra et Saunders MacLean. Donc je vais exécuter mon bloc. Donc vous sélectionnez, vous faites CTRL entrée, ou éventuellement vous cliquez ici, vous voyez Run Statement, CTRL entrée. Le bloc anonyme est terminé. Donc là, on devrait retrouver un tuple qui ressemble au premier, c'est-à-dire à Alan Turing, sauf qu'on a changé son matricule et son département. Et voilà, c'est bien ce qu'on a ici. Alors les commandes, on ne va pas trop s'attarder dessus, on va juste passer en revue les principales structures. Donc du if then else, très classique, condition, then l'instruction, else quand la condition est fausse, rien de particulier. Vous allez avoir le case. Alors l'instruction pour le cas par défaut, ça va être le else ici. Alors par contre, case, ça renvoie une valeur. Hein, c'est pas des instructions qui vont être exécutées, c'est vraiment une valeur que vous allez récupérer. Ça, c'est un petit peu différent de ce que vous retrouvez en C. Voilà, là, donc là, c'est pour traduire, en quelque sorte, le nom d'une ville, mettre l'équipe de basket ou d'un autre sport correspondant dans la variable val. Vous allez avoir des boucles. Alors, il y a une première boucle qui est la boucle loop ou la boucle while, donc c'est le do while ou le while do que vous retrouvez. Donc là, il faut utiliser exit pour sortir. C'est pas forcément l'instruction qu'on utilise le plus, parce qu'en fait, dans pas mal de cas, on va avoir des boucles qui sont bornées. On va plutôt faire un for allant de 1 à temps. C'est ce que je vais vous montrer ici. Donc ça, c'est plutôt une structure qu'on va utiliser assez souvent. On va donner une variable.
elle va parcourir en fait l'intervalle début-fin. Si vous précisez rien, c'est de début jusqu'à la fin. Si vous mettez reverse, c'est de la fin jusqu'au début. Voilà. On pourra éventuellement utiliser un curseur. On verra dans la deuxième partie de cette introduction à PLSQL. Alors, quelque chose qui est important, c'est l'affichage. Vous avez, si vous voulez pouvoir afficher des messages dans la console, pour vos debugs, pour vos tests ou pour du logging, il faut que vous activiez une commande setServerOutput on. Alors size 10 000, c'est pas forcément nécessaire, vous voyez, c'est ce que j'ai mis ici au début du programme. Si vous ne le mettez pas, ici ce que vous avez en bas, ben, vous ne le verrez pas apparaître. Donc là, il y a un petit exemple avec dbms output, donc c'est pour écrire. Enfin, c'est le début, c'est l'ensemble des commandes pour écrire. Putline, c'est pour mettre une ligne. Ici, on demande au serveur deux constantes qui sont stockées. Donc en fait, on veut connaître le numéro de version du serveur Oracle. Les deux barres verticales, c'est pour la concaténation de chaînes. Hein, c'est ce qui était dit ici. Donc si on l'exécute, on a 11.2 qui s'affiche. On est sur Oracle 11, version 2. Donc release 2. Rien de particulier. Donc si on regarde un exemple avec for i allant de 1 à 5 loop, on affiche les nombres. On pourrait l'exécuter. Ça ferait quelque chose à quoi on s'attend. Voilà, le bloc anonyme est complété, on a bien les nombres allant de 1 à 5. Si on met un reverse, ça va de 5 à 1. Alors, vous allez trouver des fois un caractère slash. Alors, quand vous avez un bloc anonyme, eh bien, comme son nom l'indique, il n'a pas de nom. Donc comment vous faites pour l'exécuter? D'habitude, pour appeler une fonction, on met son nom, ouvrir la parenthèse, fermer la parenthèse, point virgule par exemple, si elle ne prend pas d'argument, et ça l'exécute. Ben, ici, s'il n'y a pas de nom, on est bien embêté. Donc ben, en fait, c'est le caractère slash qui permet de le faire. En sélectionnant et en faisant exécuter, ça fait ce qu'on veut là dans l'interface. Alors, un autre exemple avec un selectInto, on va avoir un compteur, on va avoir un nombre, donc vous voyez là j'ai pas mis de rowtype, j'ai pas utilisé voilà, %type ni rowtype, c'est pas une bonne pratique, mais c'est pour vous montrer que ça marche aussi. Donc ici, on va récupérer en fait le nombre total d'employés dans la table, et on va afficher une petite ligne correspondante. Je sélectionne le bloc que je veux exécuter, je l'exécute. Il y a 4 employés dans ma table, 3 que j'avais insérés au début, plus le 4e qui a